conférence du master spécialisé Sustainable Innovation by Design de l'ANSSI Les Ateliers. Nous sommes à Rennes avec la promotion qui a suivi la formation dans les locaux de notre partenaire Necloser et sur cette belle région de Bretagne. Nous allons entendre Neige Roux qui va être entendue par le jury dirigé par Claire Algamadi, entouré de Guylaine Baron, Emmanuel Font, Nathanaël Verret et le directeur de thèse professionnelle de Neige qui est en ligne, coucou, Arnaud Blanc, qui a suivi son travail. Tu as donc 35 minutes de présentation, à peu près 20 à 30 minutes de questions avec le jury, et après nous délibérons. Voilà. À toi la parole, Neige. Merci beaucoup, Geneviève. Bonjour à toutes et à tous, et puis bienvenue également à celles et ceux qui sont connectés à distance ce matin. Donc, je me présente, je m'appelle Neige Roux et je suis ravie ici d'être parmi vous ce matin pour vous présenter mon travail de thèse professionnelle qui s'intitule « Les sports, terrain de jeu du design, terrain propice à la co-création ». Donc, au cours de ces 30 prochaines minutes, nous allons parler co-design, sport, communauté, hybridation et futur préférable. Donc, d'où je viens? En fait, j'ai un parcours assez linéaire dans les premiers temps, en débutant par un bac STI art appliqué jusqu'au diplôme supérieur d'art appliqué créateur, concepteur, produit. Et puis, j'ai en parallèle été 2 années sur les bancs de la fac. En 2005, j'ai été lauréate du concours Espoir de la création Comité Colbert pour la maison de champagne Veuve Clicquot-Ponsardin, ce qui m'a valu de belles rencontres à 23 ans, et notamment avec André Poutman, et Christophe Pillet et Pablo Reynoso. Sur les dernières années de mon parcours en formation initiale, j'ai obtenu 2 aides à l'innovation jeune Oseo en Var qui m'ont permis de développer des projets en collaboration avec un artisan vannier, un artisan céramiste, et d'ailleurs c'est un projet donc en céramique Racou qui fait partie depuis de la matériothèque de la Cité du Design à Saint-Étienne. Et puis un autre projet en partenariat avec le Centre technique du papier de Grenoble. Donc en fait, c'était déjà très important pour moi à l'époque que mes projets ne restent pas au stade de l'intention ou des esquisses. Et puis ensuite, j'ai complété mon parcours récemment par une formation de formateur professionnel d'adultes. Et puis plus récemment encore, un brevet d'initiatrice mobilité à vélo. Donc, pour comprendre mon orientation vers ce sujet de thèse professionnelle, il faut revenir sur mon parcours qui tourne autour de l'engagement, du collectif et puis de la mise en valeur. Donc, de mon côté, j'ai débuté ma carrière en tant que designer industriel indépendante. Je travaillais en direct pour le groupe Seb et notamment la marque Roventa, pour le groupe Dorel également dans le secteur de la puériculture à travers des gammes d'objets. Et j'intervenais en renfort auprès d'agences, notamment l'agence Faltasi, au moment des rushs, quoi. En parallèle, je me suis très vite engagée en tant qu'intervenante professionnelle dans l'enseignement des arts appliqués et du design auprès de différents publics. Et m'investissant donc de plus en plus dans ce domaine, j'ai choisi de me former au métier de formatrice pour concevoir des programmes et des séquences pédagogiques, mais aussi pour mieux accompagner en fait les apprenants dans leur parcours. En 2011, après la découverte du concept Pecha-Kucha à la Cité du Design de Saint-Étienne, je décide avec une autre designer et enseignante d'importer ce format de soirée créative sur Nantes. Donc c'est le début d'un engagement soutenu sur le territoire qui va durer 13 volumes jusqu'en 2017. Donc si vous ne connaissez pas en fait ce format Pecha-Kucha, c'est un format très rythmé de pitch, le 20 par 20, donc 20 images, 20 secondes par image qui défilent successivement, enfin automatiquement derrière le créatif présent sur scène. Donc soit 6 minutes 40 pour exposer sa vision et le public, quant à lui, ne sait pas ce qu'il va voir sur scène ce soir-là. Donc le temps d'une Pecha-Kucha Night, une sélection diversifiée de profils se succèdent sur scène, des créatifs, des créateurs, des créatures de tout âge et de tout statut,
des professionnels, mais aussi des retraités, des amateurs, des étudiants, etc. Donc en fait, en apportant le concept sur le territoire ligérien, nous souhaitions dynamiser en fait les filières et la coopération. Nous voulions favoriser la mixité des disciplines et que ces rencontres se fassent de façon impromptue. Nous souhaitions partager la création contemporaine avec le grand public et faire découvrir de nouvelles expressions artistiques. Donc on était à la fois directrice artistique et puis médiatrice. Donc l'engagement sur le territoire, c'était aussi d'emmener le public et les créatifs vers des scènes locales atypiques, d'avant-garde, prolifiques, telles que le lieu unique, l'école d'architecture et même une église sur l'île de Nantes. Donc autour de ces lieux, chaque volume portait sa propre identité. Notre collectif proposait des cartes blanches à différents acteurs du territoire le temps d'une soirée. Il y avait tout d'abord des cartes blanches graphiques réalisées par des graphistes, par des illustrateurs ou par des étudiants qui étaient sélectionnés par le biais d'un concours dans leur classe. Il y avait aussi des cartes blanches photographiques, sonores, des DJ, des musiciens, et food and drink qui permettaient de mettre en avant en fait, des restaurateurs, des brasseurs, des vignerons locaux. Donc je me présente également ici devant vous après 8 années d'exercice professionnel en tant que chargée de communication politique et de développement pour une fédération départementale. Donc ça a été des années extrêmement enrichissantes auprès des élus, des militants, des bénévoles. J'ai participé à la visibilité en fait de toutes les campagnes électorales, allant des municipales aux européennes, en passant par les législatives et les départementales. Donc j'ai produit des supports en tout genre, créé des formations, mis sur pied des événements. Donc c'était une façon pour moi de soutenir en fait des causes qui me sont chères. Un nouvel engagement bénévole, celui-ci depuis 2020, celui d'initiatrice mobilité à vélo. Donc au sein d'une vélo-école, j'accompagne des publics spécifiques dans leur apprentissage de l'usage du vélo. Je les initie au réglage de base et puis j'établis aussi avec eux leur meilleur parcours pour se rendre au travail par exemple. Et ce qui n'est pas toujours le trajet le plus court, on va plutôt vers des trajets sécurisés. Donc, comme vous le voyez sur ce slide, depuis 2015, mon parcours qui réunissait pourtant mes 3 casquettes, événementiel, design et formation, était devenu assez linéaire, mis à part en 2017, où je suis passée d'une communication politique de gouvernement à une communication politique de riposte. Et puis, en 2020, avec la crise sanitaire qui nous a tous fait redéfinir en fait nos façons de travailler. Donc après tout ça, j'ai ressenti le besoin d'une phase d'introspection et de prendre le temps de penser mon parcours sur la base de ce qui m'anime et fait sens. Et c'est là que j'ai souhaité rejoindre ce master. Je souhaitais prendre le temps en fait, de projeter des horizons d'implication qui me soient propres. Je souhaitais revenir au design et à ses enjeux contemporains. Je souhaitais m'entourer de professionnels et d'étudiants avec des préoccupations partagées comme ici. Et puis faire collectif pour accompagner les transitions. Alors, l'énergie, elle n'est jamais éteinte, mais parfois, en fait, il faut lui redonner du fuel. Et moi, ce qui m'en fournit énormément depuis des années maintenant, c'est la pratique d'activités physiques et sportives. Donc ici, vous me voyez sur le départ, en fait, d'une course cycliste de longue distance, reliant Bréa à San Sebastián en 5 jours et 5 nuits. Alors, donc, en bon designer qui résout des problèmes, je me suis mis en tête en premier lieu de travailler pour cette thèse pro sur ce que le design pouvait apporter au sport. J'avais en tête les médias qui valorisent principalement la performance et les équipes masculines. J'avais aussi en tête les grands événements sportifs internationaux et leurs aberrations écologiques. Je voyais aussi les limites de la pratique licenciée pour un public qui recherche de plus en plus en fait, la liberté dans leur pratique sportive. Le domaine du sport n'échappe pas non plus aux limites du système fédéral, qui est un système descendant vers les clubs. Et puis l'action publique sportive, quant à elle, s'inscrit sur le temps long et apporte une certaine inertie. Pour autant, comme vous pouvez le voir sur la couverture de mon mémoire, j'ai changé d'avis et j'ai inversé mon positionnement.
Je suis passée de ce que le design peut apporter au sport à ce que le sport peut apporter au design et notamment au co-design. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce revirement de situation, en fait, il a eu lieu assez tardivement à l'automne et ça m'a valu quelques sueurs froides. Alors, ce changement-là, il s'explique parce qu'en fait, j'ai passé 8 mois, j'ai eu la chance de passer 8 mois au pôle ressources nationales sport-innovation pour ma mission professionnelle, dont son responsable est avec nous en ligne aujourd'hui, monsieur Gérard Baudry. Et c'est au sein même de ce stage où les enjeux du pôle, en fait, sont de valoriser les innovations sociales, les innovations de pratique et les innovations technologiques, que j'ai pris conscience de la diversité des actions qui sont menées pour approcher le sport, en fait, de ses usagers. Donc, en excluant les grands événements dont je vous parlais, en excluant le système fédéral, finalement, je n'ai pas décelé de problème dans le sport, bien au contraire. Je n'ai pu qu'observer la richesse de ses évolutions, sa capacité de rebond, d'hybridation, sa capacité à créer du lien et puis sa force vive sur les territoires à travers le tissu associatif. Et puis, je me suis aussi rappelé que ce travail de thèse professionnelle pouvait être l'opportunité d'exercer un regard critique. Et c'est là que pour moi, en fait, ce revirement a pris tout son sens. Je me suis emparée de ce travail méticuleux de thèse professionnelle pour prendre du recul sur ma pratique de designer. Donc en effet, si les designers ont les ressources pour construire le récit d'un monde préférable et désirable et un potentiel unique pour accompagner les changements nécessaires, sont-ils suffisamment formés pour aborder les défis de manière collective? Alors aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère de l'Anthropocène. Ce contexte vient ébranler le règne du design centré utilisateur, du design centré sur l'humain. Désormais, chaque choix de conception a des conséquences majeures, mobilisant des filières entières. Donc pour répondre à cette époque et face à l'impact significatif en fait, des hommes sur les équilibres géologiques, l'univers du design doit questionner des systèmes où l'homme n'est qu'une seule partie de l'équation. Donc, dans une longue tradition du design, historiquement, chaque fois qu'il s'agit de viser l'amélioration d'une situation, le design a maintes et maintes fois su adopter une posture réflexive en se posant cette question fondamentale: pour qui est-ce préférable? Ce qui l'amène régulièrement à interroger le système dominant. Donc, ce contexte en fait, de transition multiple dans lequel nous vivons intensifie les tensions. La population voit la société en fait comme relativement divisée. C'est ce qu'on appelle la polarisation affective. Donc tout l'enjeu pour faire face à cet enchevêtrement de crise est de faire appel à une approche systémique, bien sûr, et nécessite aussi de la cohésion de groupe. En cela, le dialogue est indispensable et chaque individu doit y prendre part dans un savant équilibre. Et donc aussi, selon la théorie du contact, les processus d'interaction peuvent avoir de puissants effets d'atténuation des conflits. On a un bel exemple en fait dernièrement de succès, c'est celui de la Convention citoyenne pour la fin de vie, donc en 2023, qui a tout de même réuni 184 citoyens tirés au sort et qui ont réussi à travailler ensemble. Pour en revenir à cette brève histoire du design critique, non seulement les designs critiques contribuent à l'émergence de moments de projection et de discussion collectifs, mais ils enrichissent la réflexion, éclairent la décision et inspirent l'action. Ces travaux montrent l'implication durable du designer dans des actions qui défendent la cause collective. C'est une quête qui se révèle aujourd'hui plus essentielle que jamais, et c'est une perspective que j'ai choisi de suivre dans cette thèse professionnelle. Donc, ma réflexion pour passer à l'action porte sur le co-design, dont les deux motivations principales sont de faire du design et de faire ensemble. Comme le rappelle Edgar Morin, au-delà de l'indispensable nécessité de dialoguer et de débattre ensemble, le passage à l'action devient un pari éclairé pour la pensée complexe. Alors, le co-design. Le co-design n'est pas le design participatif. Le design participatif, il va faire intervenir les acteurs à certains moments seulement du projet.
alors que le co-design s'attache à embarquer les différents acteurs, les différentes parties prenantes tout au long du projet, renforçant ainsi l'application des individus et bien sûr l'impact de ce projet. Donc le co-design, il va placer les participants au cœur du processus. Le designer va donc ainsi construire des dispositifs où les contributions individuelles dialoguent pour former une vision collective. Alors dans mon parcours professionnel, j'ai passé un certain temps et apporté un soin particulier à concevoir de nombreuses activités à destination des participants. Je me suis attelée à penser, négocier, produire, corriger, afficher, distribuer des objets qui n'étaient pas le résultat d'un projet, mais ses moyens, des personas, des parcours utilisateurs, des prototypes, etc. Donc dans mon cas, je trouve ça particulièrement riche de s'intéresser au process de la pratique du design plutôt que la solution. Donc en tant que designer, je vais donc questionner les supports de l'action avant qu'un projet de co-design ne démarre. Comment les supports peuvent-ils amener à faire? Comment les supports vont-ils être vecteurs d'interaction entre les participants? Donc c'est tout ce que j'ai développé dans mon mémoire, entre l'espace individuel puis l'espace de la mise en commun, entre les objets facilitateurs d'une part et les objets intermédiaires de l'autre. Le co-design, il va démontrer que la création collective repose sur une alchimie subtile entre la participation, la coopération et la collaboration. C'est ce qu'on appelle en fait les formes de collectivisation. Tout est imbriqué. En fait, c'est parce qu'il y a eu participation qu'il y a coopération et qu'il peut y avoir collaboration. Ces formes de collectivisation, elles traduisent des degrés d'implication croissants et illustrent une trajectoire allant du jeu individuel vers le nous collectif. Et chaque étape modulant différemment la répartition des tâches, le pouvoir de chacun, la prise de décision. Et si cette dynamique en fait de collectivisation des efforts pour l'accomplissement d'une œuvre commune, elle n'est pas exclusive au design. Elle trouve des parallèles dans d'autres champs d'expérience humaine où agir ensemble, s'adapter et apprendre sont tout aussi essentiels. Donc François Tadei m'a beaucoup inspirée à travers son ouvrage « Et si nous ?» Il invite les individus à relever ensemble les défis du XXIe siècle et encourage notamment la coopération. C'est dans cet esprit que j'ai exploré une nouvelle perspective, celle des activités physiques et sportives. Les activités physiques et sportives, elles sont de véritables laboratoires d'apprentissage où la collaboration, l'itération et la mobilisation de l'humain dans sa globalité sont centrales. Voici donc la question principale de ma recherche. Et si les activités physiques et sportives devenaient une porte d'entrée inédite pour le co-design? Ma quête, en fait, c'est la mise en mouvement de collectifs autour d'enjeux partagés. Et pour ce faire, mon approche consiste donc à mobiliser les atouts des activités physiques et sportives pour plonger dans l'action. Donc pour ce terrain d'exploration, j'ai souhaité observer dans quelle mesure les activités physiques et sportives permettaient de faciliter la mise en œuvre du co-design. Alors oui, les activités physiques et sportives, elles vont mobiliser le corps, la tête, le cœur. Oui, elles sont autant d'espaces d'expérimentation inspirants. Oui, elles articulent dimensions individuelles et collectives, mais pour autant, la transposition est-elle si évidente? Donc c'est ce que j'ai étudié dans un premier temps sur le terrain en allant à la rencontre de 3 acteurs engagés dans les pratiques du chessboxing, de l'escalade et du kinball. Ce sont 3 disciplines suffisamment différenciantes que j'ai choisies pour leur forte valeur ajoutée pour l'exploration. Donc Manuel, Thierry et Benjamin ont répondu à mes questions. C'est un guide d'entretien que vous pouvez retrouver notamment dans les annexes de mon mémoire. Alors, le chessboxing. Le chessboxing, il va marier stratégie et action et alterne des rounds d'échecs et des rounds de boxe. Donc, cette discipline hybride exige une adaptation rapide entre réflexion stratégique et intensité physique, chaque phase influençant l'autre. Donc, cette alternance illustre ce que Donald Schoen appelle le design réflexif avec les matériaux de la situation. Donc, comme dans un projet,
où on a réflexion et prototypage qui vont coexister et qui vont s'enrichir mutuellement. Donc de plus, les valeurs de résilience et de collaboration rappellent l'importance de tirer parti des singularités de chacun dans les équipes multidisciplinaires. L'escalade, quant à elle, qu'elle soit donc en milieu naturel ou en salle, combine introspection et collaboration. Chaque mouvement est une décision critique appuyée par une communication essentielle entre grimpeurs et assureurs. C'est un pacte de confiance qui est symbolisé par le geste de s'encorder. Donc l'escalade, elle illustre parfaitement les concepts de design participatif. Donc comme dans une équipe multidisciplinaire, l'interdépendance et l'adaptation intuitive aux contraintes sont clés pour atteindre un objectif commun. L'escalade reflète aussi une approche de design situé, ce que Tim Ingold décrit comme être dans le monde. Et enfin, le kinball est une discipline innovante fondée sur la coopération et l'inclusion, où trois équipes, c'est le seul en fait sport collectif où il y a 3 équipes et non pas 2. 3 équipes de 4 joueurs qui jouent simultanément avec un ballon géant. Chaque joueur y est indispensable, donc favorisant l'interdépendance et le respect de chacun. Son accessibilité permet à tous de progresser rapidement. Et en compétition, le collectif prime sur la performance individuelle. Donc, parallèle avec le design, le kinball incarne des systèmes ouverts et inclusifs où communication et collaboration sont essentielles pour atteindre un objectif commun. Alors en fait, je n'ai pas pu m'arrêter là suite à cette étude très encourageante. Donc je n'ai pas pu continuer par des interviews, mais je me suis amusée en fait à poursuivre un cran plus loin en faisant le même exercice du football à l'escrime en passant par la plongée, le tir à l'arc, etc. Et donc il semblerait que chaque discipline sportive regorge de métaphores, de pratiques et d'apprentissages directement applicables au design collaboratif. Donc que vous soyez sur un terrain de football, au sommet d'une montagne ou derrière un volant de kart, chaque situation est une opportunité pour explorer les dynamiques humaines, affiner des stratégies et inspirer la créativité. Donc le design, il est une aventure collective et le sport, un guide précieux selon moi, qui mobilise des principes essentiels, la collaboration au sens large, l'itération, l'observation et l'adaptabilité, la durabilité, l'immersion, l'interface, etc. Je me permets. Voici ma proposition. Donc, dans le cadre d'une œuvre commune, je propose d'expérimenter un nouveau concept, le WOD for Co-Design, inspiré du CrossFit. Le WOD, c'est le Work of the Day. Il s'agit d'entraînement croisé, cross, fitness, pour le co-design, en mobilisant l'activité physique et sportive. Donc ces WOD for Co-Design sont conçus pour développer des facultés essentielles aux 3 formes de collectivisation, participation, coopération et collaboration, avec comme finalité de générer des impacts positifs. L'objectif étant de devenir un participant, donc designer ou toute autre partie prenante, entraîné, qui présente les habilités nécessaires de participation, de coopération, de collaboration pour réaliser de nombreuses actions, vous les avez dans la première colonne, tout en cultivant des qualités indispensables, dans la seconde colonne par exemple. Donc dans le but de se préparer à relever ensemble des défis. Alors voilà comment j'ai imaginé ce programme. Les sessions se déroulent au sein de communautés collaboratives ouvertes, en intérieur ou en extérieur, et s'adressent à des groupes de 12 personnes. Ce format favorise la cohésion et la camaraderie. C'est par ces événements communs qui sont rassembleurs qu'un collectif va se souder dans une dynamique sociale puissante, où chacun progressera à son rythme, quel que soit son niveau ou son expérience. Les entraînements ils vont être adaptés bien sûr à la diversité des participants, permettant aux novices comme aux plus expérimentés d'apprendre et d'évoluer ensemble. Chacun trouvera sa place et chaque effort va compter.
Ainsi, comme je l'imagine, en 6 mois d'entraînement régulier, les participants seront amenés à acquérir des outils concrets pour les transposer dans la construction de leur projet, dans la construction de leur œuvre collective. Donc, comme je vous le précisais, chaque session s'articule autour d'une des 3 modalités fondamentales, soit la participation, soit la coopération, soit la collaboration. Et ces modalités sont combinées de manière unique et variée en fonction des objectifs, rendant chaque entraînement différent et stimulant. Donc, les exercices préparent les participants à l'imprévu et à l'improbable, parfois, en stimulant leur créativité et leur résilience face aux défis. Donc, il y en a 3 dans le mémoire, mais là, je vous projette un déroulé de séances que j'ai construites grâce aux éléments recueillis lors des interviews. Donc là, c'est sur la base d'une progression, bien sûr, d'un WOD classique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ça commence par un briefing, puis un warm-up, skill and straight, metcon, finisher, cool down. Et moi, j'ai rajouté le time's up pour des échanges informels à l'issue de la séance. Donc, pendant 1 heure, les participants alternent entre des échauffements, de l'exploration, de la mise en pratique d'exercices et des moments de débriefing. Donc, ce format équilibré va favoriser à la fois l'apprentissage par l'expérimentation, l'interaction au sein du groupe, le passage par plusieurs rôles ou postures et le repos nécessaire à une progression durable. Ici, ce WOD va en particulier travailler la faculté de participation en convoquant la discipline du chessboxing étudiée précédemment. Et les qualités recherchées durant la séance sont la curiosité, l'engagement et la singularité. Donc en fait, ces WOD for Co-Design, comme leur homologue CrossFit, ils rejettent toute spécialisation excessive en faveur d'une approche vraiment ouverte et variée. Et donc avec l'accompagnement d'un designer et d'un coach sportif qui vont être les maîtres du jeu, les séances sont soigneusement planifiées en amont pour offrir un apprentissage structuré, motivant et efficace. Cette complémentarité garantit des entraînements à la fois engageants et pédagogiques, où l'énergie du groupe devient une véritable source de progrès. Donc, à l'issue de chaque séance aussi, les participants repartiront avec la fiche détaillée du déroulé qu'ils compléteront de leurs multiples apprentissages. Au-delà des activités physiques et sportives, ce programme WOD for Co-Design puise son inspiration dans plusieurs travaux de recherche qui ont marqué les champs de la collaboration, de l'apprentissage expérientiel, de la préparation à l'imprévisible. Donc alors, je propose 2 catégories. Une routine à travers le WOD for Co-Design pour accélérer la dynamique de groupe et vivre les différentes forme de collectivisation en faisant appel aux disciplines sportives inspirantes dans les sessions. Et puis un événement que je ne vous ai pas encore présenté, il s'agit de l'Omnisport Learning Expedition, inspiré des Gay Games pour s'inscrire plus largement dans une action collective transformatrice. Donc c'est la mobilisation de ces 2 formats qui permettra de renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté soudée et solidaire. Donc après m'être inspirée du CrossFit, je me suis inspirée des Gay Games qui sont un événement inclusif et sans frontières depuis 1982 qui valorise la participation, l'équité, l'amitié. Ils sont ouverts à tous et ils mêlent sport, culture et engagement, adoptant les règles d'une meilleure inclusivité. Les Learning Expeditions vont permettre d'explorer d'autres pratiques et perspectives en quittant son cadre habituel de travail. Donc, inspirée du sport, elle favorise l'immersion et la collaboration. Les activités physiques et les environnements variés servent de catalyseurs pour déclencher ces moments d'inspiration en combinant la réflexion collective et l'exploration active. Alors, nous avons vu que chaque session de WOD for Co-Design ou de Learning Expedition est une occasion d'explorer, d'expérimenter et d'apprendre par soi-même et avec les autres.
Donc pour pérenniser cet élan, ces formats s'inscrivent donc dans un cadre conceptuel plus large, celui de la communauté apprenante. Donc le choix du cadre, il a vraiment son importance pour créer un climat propice à l'exploration collective. Donc que ce soit les hackathons, les bootcamps, les coworking, les Fab Labs, les Demo Days, c'est dans ces communautés apprenantes qu'ils ont pris corps, car ces communautés reposent sur des principes d'apprentissage informel et collaboratif et réunissent des communautés hétérogènes autour de préoccupations communes et de valeurs partagées. Pour conclure, cette hybridation entre design et sport se propose d'aider les parties prenantes d'un projet et renforcer leur capacité d'expression, de négociation et de prise de décision à toutes les étapes, dans l'objectif de construire une œuvre commune et tendre vers des futurs préférables. Le cadre d'application envisagé est celui des communautés de pratiques collaboratives et ouvertes, ces espaces hors les murs, propices au dialogue et à l'apprentissage. Donc l'idée étant d'en capaciter, grâce à un ensemble d'exercices et d'artefacts, les parties prenantes, afin que chacun soit moteur et remette son énergie dans une transformation. Alors, et après? Si je prends un peu de recul vis-à-vis du travail de mémoire que je vous ai livré il y a un mois, je suis fière de la progression et de ce que j'ai pu trouver, d'autant que la longue immersion en solitaire nécessaire à la recherche a été difficile pour moi. Habituellement, j'équilibre bien plus avec la partie terrain. Avec mon revirement de situation, le tempo, là, ne me le permettait pas. Donc, heureusement, demain, ça ouvre des perspectives malgré tout très concrètes. Il n'y a plus qu'à trouver écho à l'extérieur. Je vais valoriser mon travail par des formats courts en ligne et interpeller des acteurs dont la voix porte dans le monde du sport. Cette posture de l'apport du sport au design, elle est inédite et elle pourrait potentiellement intéresser les organisateurs des rencontres de la prospective sportive. La dernière rencontre s'est tenue en octobre dernier et avait pour thématique « Et s'il était urgent de redéfinir la notion de performance sportive ?» Violaine Baccialone, qui est une ancienne étudiante de l'ENSI, y intervenait et questionnait les notions de robustesse et de durabilité. Ensuite, j'envisage d'établir un appel à projet à destination de la communauté sportive co-construit avec des associations. Donc pourquoi pas l'Institut des futurs souhaitables ou le Learning Planet Institute. Ces établissements donnent les moyens à tous de construire des futurs souhaitables, des sociétés apprenantes, durables et inclusives. Donc ce serait intéressant de les contacter. Et enfin, l'idée est de réussir à tester ces formats de WOD et d'Omnisport Learning Expedition qui finalement peuvent être mis en place assez rapidement. Alors, il me reste un petit peu de temps, je pense, pour vous parler d'autres champs de recherche possibles pour le design, combinés aux activités physiques et sportives. Donc, tout à l'heure, je présentais le sport comme une porte d'entrée au co-design. Maintenant, j'envisage le sport comme porte ouverte au design. Car je pense véritablement qu'il y a une conversation interdisciplinaire design et sport à enrichir. Donc, que ce soit par une approche systémique, collaborative, expérientielle ou immersive, les designers contemporains pourraient explorer des intersections fascinantes entre design et activité physique, créant des opportunités pour redéfinir les processus de création et d'innovation. Par exemple, Brigitte Borja de Mozota, théoricienne incontournable du design, a démontré comment le design peut devenir un levier stratégique au sein des organisations. Eh bien, il pourrait être intéressant d'explorer les dynamiques sportives, notamment collectives, comme modèle organisationnel. Ou alors Jean-Louis Fréchin, qui introduit le concept de néo-objets, ces objets connectés qui modifient notre manière de percevoir et d'interagir avec le monde. Il pourrait être intéressant d'analyser comment des sports comme la plongée sous-marine, comme l'équitation, par exemple, comment ceux-ci redéfinissent nos perceptions sensorielles et spatiales et comment ces enseignements peuvent être transposés
dans la conception d'espaces immersifs, d'objets ou de services interactifs. Merci pour votre écoute. Gérard Baudry, peut-être, mon responsable de stage, éventuellement. Je pense qu'ils sont tous les deux connectés. Vous nous entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, on vous entend bien, vous pouvez y aller. Si vous vous adressez à moi, je prends la parole. Oui, voilà. Arnaud, oui, c'est ça. Je prends quelques minutes. Oui. Je n'ai pas une bonne habitude, donc vous m'excuserez si je suis un peu hors sujet en prenant la parole, hein, mais c'est la première fois que je fais cet exercice, donc vous m'excuserez. Je voudrais juste partager mon plaisir, le plaisir que j'ai eu à suivre Neige dans son parcours sur ce mémoire, sur cette thèse. Je voudrais dire que j'ai vraiment apprécié à la fois sa capacité d'écoute et de pivot. J'ai vraiment apprécié la profondeur, parce que c'est un document qui est extrêmement étayé et qui va dans chacun des sujets en profondeur, sans obligatoirement les relier au départ, mais ça atterrit, je trouve, de façon intéressante. Et j'apprécie aussi, je vais dire, l'audace, parce que le fait d'arriver avec des éléments concrets, c'était un petit peu une gageur, et je trouve que c'est intéressant, parce que c'est assez prometteur. Je dirais que j'ai bien aimé aussi le fait que au départ, il y avait un peu l'idée de qu'est-ce que le design peut faire dans l'univers du sport, comment on peut motiver les gens grâce au design, et je trouvais que c'était prêter au design une portée incantatoire un peu trop forte, et comme au quotidien, je pense que les gens qui pensent que le design va sauver le monde, je suis toujours un petit peu gêné en tant que designer, parce que je crois que c'est pas du tout vrai. Les designers peuvent participer à créer le meilleur système et aller vers des choses beaucoup plus désirables, mais c'est qu'aujourd'hui on voit les hommes les plus puissants du monde, on peut contredire le fait que c'est pas le designer qui va décider. En fait, c'est qu'on est bien dans un système et que c'est ce système qu'il faut penser. Donc ce côté problem solving, épiphanie, exactement la même chose avec le sport. Le sport va régler les problèmes sociaux. Je pense que c'est une assertion incantatoire qui, moi, me gêne énormément, parce qu'évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc j'ai vraiment préféré l'approche de Neige qui est allée directement, concrètement, utiliser les forces motrices communes du sport et du design. En tant qu'ancien directeur design de Decathlon, et je continue de bosser avec cette belle maison, évidemment, ça ne pouvait que me parler. C'est pour ça que sans doute vous êtes venu me chercher au départ du projet avec Nathanaël. Et en fait, on s'est rendu compte dans la discussion qu'il y avait effectivement des approches qui étaient quasiment plus que symboliques, qui étaient métaphoriques, entre à la fois les postures communes, les postures, c'est ce que, enfin, je répète un peu ce que je viens de dire, mais en fait, les postures communes qui sont la solidarité, la créativité, le courage, l'écoute, des choses comme ça, qui sont des postures de designers dans les entreprises, dans les organisations. Ça fait 30 ans que je fais ce métier et c'est vraiment quelque part ce qui différencie un petit peu notre approche, la solidarité, créativité, courage, écoute. Le process qui est au niveau du sport comme dans le design, j'ai beaucoup aimé cette idée qu'on est là pour façonner, concrètement, et c'est du micro. Et c'est aussi du macro, c'est de la stratégie, et pour tout ça, on a une sorte de process commun, c'est qu'on va essayer de comprendre les enjeux, on va essayer d'être créatif, et on va ensuite s'écouter pour mettre en place des choses très très concrètes, fabriquées. Et puis après, il y a le moteur commun, et ça c'est, je n'y avais pas tellement pensé, mais c'est vrai que tous les formats, dans les moteurs avec des éléments physiques que sont les ateliers, les hackathons, les bootcamps et tout ça, en fait, pour bosser avec les entreprises, dès qu'on emmène les gens quelque chose de très physique, de très concret, on les met face à un établi, etc. En fait, il se passe des choses qui ne se passent pas dans un PowerPoint, et c'est vraiment très très utile. Voilà. Donc c'est pour ça que ce côté métaphorique, en fait, m'a beaucoup plu. Enfin, j'appelle ça métaphorique, je m'excuse. En tout cas, toutes ces comparaisons, tous ces éléments, en fait, je les ai trouvés très, très pertinents par rapport à l'expérience simplement du design sur terrain. Et l'atterrissage, en fait, m'a vraiment. En fait, il m'intéresse
endroit super agréable. Et en fait, cette idée d'oxygéner le cerveau, d'aller chercher de la dopamine, et en fait, c'est extrêmement connecté avec tout le sujet cognitif, la vascularisation du corps, etc. Et je trouve que c'est extrêmement concret, extrêmement utile. Voilà, c'est à la fin, c'est très puissant et ça permet vraiment aussi, je l'ai lu, briser les silos, retrouver des collectifs. Voilà. Toutes ces choses-là, en fait, j'ai trouvé extrêmement prometteuses. Donc j'ai très envie de voir la suite. Elles sont un peu étonnantes. Et c'est quelque chose qui me plaît plutôt. Je me dis comment ça peut se mettre en place et je suis gêné parce que je ne suis pas sûr que tout le monde accepte d'aller dans ce sens-là. Il y aura des organisations qui seront totalement favorables. Je pense que les entreprises de sport elles sont complètement attentives à ce genre de démarche. Et les institutions aussi qui font évidemment la valorisation de la promotion sont vraiment les bons. Voilà. Je m'arrête là. D'accord, merci. Merci Arnaud. Voilà, pour cette intervention. On a une autre personne en ligne, peut-être non, c'est bon. Gérard, tu peux y aller. Oui, est-ce que vous m'entendez? C'est plus pour le stage, mais Oui, il y a un lien. Gérard Baudry, donc je suis avec l'équipe du Pôle Ressources Nationales Sport et Innovation. Donc on a eu la chance d'accueillir Neige sur son stage cette année. C'est vrai que ça a été l'occasion avec elle de mettre en pratique, dans l'autre sens par rapport à ce qu'elle vient de présenter, des apports du design au sport. Je pense, pour ne citer qu'un exemple, au travail sur le Club 2030 avec la Fédération Française de Cyclisme. Ça a été intéressant pour nous, qui ne sommes pas designers. Ça a été apprécié par la Fédération Française de Cyclisme, notamment son équipe développement. Ça a été évoqué par Arnaud Lascan. C'est vrai que c'est nécessaire à chaque fois de reposer les conditionnalités, de voir que le sport en lui-même, ça a été cité déjà par Neige avec François Ménon, qui a beaucoup travaillé sur le socio-sport. Le sport n'apporte pas de façon magique la solution au problème de la société, mais il y a des conditions sur lesquelles il faut travailler pour qu'il l'apporte. C'est la même, je trouve un parallèle, évidemment, je ne sais pas du tout, la même expérience, mais avec le levier du design qui n'est pas non plus inconditionnel ou miraculeux. Et c'est vrai que c'est intéressant avec Neige d'oser retourner, de ne pas être sur ce que le design peut apporter au sport, mais de proposer une réflexion sur ce que le sport peut apporter au design. Après, moi, j'ai juste une question à poser, c'est est-ce qu'il y a déjà eu, il y a eu des interviews mais dans le monde du sport pour avancer dans cette production, est-ce qu'il y a déjà eu un sondage des débuts d'interview, est-ce que l'intérêt du design peut être réveillé par le sport, ou est-ce que comme toujours, il suffit de voir les bonheurs budgétaires actuels, le sport restera un éternel oublié et marginalisé. C'est notre instant Calimero. Merci pour cet instant. Merci beaucoup. Est-ce que Neige, tu veux répondre sur la question des interviews? Les interviews pour la suite, mais j'ai pas bien compris la question avec alors, le dire. Répéter la question. La question c'était sur les interviews. Est-ce qu'il y a moyen de savoir, est-ce que ça éveille l'intérêt ou pas, le fait que le sport puisse apporter quelque chose au design? Est-ce qu'il y a déjà eu sondage ou de façon non scientifique des échanges qui permettent d'imaginer qu'effectivement quelqu'un s'intéresse enfin au sport? Moi, je n'ai pas la réponse à cet axe-là précis, mais en tout cas, le design a toujours fait appel à d'autres disciplines pour s'inspirer et améliorer en fait ses pratiques. Donc, moi, je pense que la porte est tout à fait ouverte. Il suffit de le proposer. Là, bon, concrètement, pour les WOD, c'était aussi la remarque d'Arnaud. Avec Nathanaël, on en a discuté et on va pouvoir, je pense, à l'Écloseur, faire une session au printemps, au beau jour, dans la cour et tester tout ça en pratique. Donc, voilà. L'idée, c'est effectivement, c'est ça, c'est qu'il y ait une suite derrière. Ouais. Ok, merci. Est-ce que tu veux prendre la parole en premier? Si, oui. Merci beaucoup pour la présentation, le déroulé. Moi, je m'étais noté en lisant votre mémoire et pour moi-même, rappel, penser contre soi-même. C'était plutôt pour moi, parce que j'ai un rapport assez compliqué au sport. Ok. Et en fait, dans la manière dont vous avez déroulé ça,
Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question, après j'ai compris que vous avez eu un pivot de sujet, c'est-à-dire que vous avez inversé la problématique, mais je pense que vous avez des intuitions, voire des convictions. Et comment vous transformez ça en hypothèse, y compris en pensant contre vous-même. C'est-à-dire que là, je pense que vous allez chercher des éléments qui prouvaient votre conviction. Et effectivement, vous dites, vous allez tester après, mais en gros, comment, c'est quoi les prochaines étapes pour, et peut-être questionner des designers pour le coup, pour que vous puissiez aller vérifier si potentiellement vous embarquez tout le monde, une partie des gens. Et là, dans votre partie recherche, etc., j'ai vu aucune crainte, aucune opposition, aucune représentation contraire à votre conviction. Ce qui fait que moi, je suis un peu j'ai un peu un effet de ouais, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Je voulais savoir comment vous abordiez ça de votre côté. Ok. Je réponds à cette question. Oui. Eh bien, en fait, c'est peut-être aussi parce que par ailleurs, je suis formatrice et donc j'en ai développé des séances et des supports de formation, décrocher des financements, etc., pour des écoles de journalisme, etc. Et j'ai vite compris qu'en fait, le public en face, les apprenants en face, étaient assez ouverts à des méthodes, en tout cas diversifiées. On est bien loin des méthodes assez académiques, assis sur une chaise. Donc, en général, ça, il y a un bon accueil. Ensuite, effectivement, tout reste à être dosé. Et l'important, c'est que cette formation, ces séances, soient bien co-construites, soient co-construites avec l'établissement ou le projet mis en œuvre. Donc, pour identifier les objectifs à chaque étape, bien connaître également les participants, les prérequis, on va dire. Mais en même temps, l'idée, ce n'est pas forcément de se mettre dans le dur, hein, c'est plus d'explorer, de faire face à des situations peut-être imprévisibles, de faire face à des situations d'échange avec des personnes qui soient différentes d'un échange de questions-réponses, par exemple, mais qui passent par les gestes, qui passent par l'entraide, etc. Donc, en fait, je crois que finalement, la compétence ou la capacité physique, moi, je la perçois pas parce que ces séances ne vont pas emmener les uns les autres dans des situations cardio vraiment extrêmes, etc. Mais c'est plus... et en plus, ça va être très rapide. Donc, c'est vraiment toute une série d'exercices. Et puis, il y a des débriefings. Il y a aussi un encadrement professionnel, donc avec un designer plutôt sur les notions créatives, de collaboration, de co-création, etc. Et un entraîneur qui, lui, sera là pour réguler les efforts physiques de chacun, la bonne participation aussi de chacun. C'est pour ça qu'il y aura des travails en collectif, des travails en sous-groupe. Voilà, justement, l'idée, c'est de proposer quelque chose de suffisamment modulaire pour qu'en fonction de la situation, ça puisse bien se passer. Et surtout qu'à la fin, on ait cette phase de débrief ensemble sur qu'est-ce qu'on a observé, qu'est-ce qui cloche. Ah mais oui, mais en fait, ça me fait penser, moi, dans mon quotidien, au travail, je rencontre ce type de problématique. Ouais, mais si je faisais ce petit pas de côté, ça se passerait peut-être différemment. Si on sortait tout simplement dehors, si on allait marcher pour discuter des choses, ça se passerait peut-être aussi mieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon, effectivement, ça reste de la théorie, mais chaque projet futur sera un format sur mesure. Là, je ne peux pas dire non plus que si j'en avais testé un, demain, le suivant aurait très bien fonctionné non plus. De... Merci. Alors moi, du coup, en toute honnêteté, j'avais du mal à rentrer dans ta thèse écrite. Ok. Mais alors, du coup, j'ai été subjuguée et enthousiasmée par ta présentation. Ouais, l'effet waouh, il est là pour moi. Vraiment, tu
prends de la hauteur, tu conceptualises, tu pars sur des valeurs qui aussi sont les miennes, donc sur effectivement la collaboration, la coopération, etc. Donc vraiment j'ai trouvé cet effort, ce travail de recherche et d'analyse exprimé avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup de finesse, et vraiment j'ai vraiment adoré tes propos et ta capacité réflexive sur le sujet. Je trouve ça hyper pertinent. Donc moi j'y crois beaucoup. Alors du coup j'y vois, et tu crées un nouveau modèle qui est le WOD, et puis les Learning Expeditions, etc. Qui sont pour moi des outils d'intelligence collective. Finalement on peut les ranger dans ces catégories-là. Donc c'est très très enthousiasmant. Du coup je suis d'autant plus déçue de ne pas avoir eu un test dans un cas concret. Tu as certainement manqué de temps parce que tu as pivoté sur la problématique, alors je le conçois, mais j'aurais voulu au moins le tester sur une petite communauté. Oui, ben, là ils sont tous partants, je crois. Voilà, ça aurait été tellement bien que tu puisses le tester au moins avant la soutenance pour nous faire le Rex de cette mise en œuvre. Parce que moi je vois plein de mises en œuvre possibles. Tu parles des communautés apprenantes, mais dans les organisations, on a fait la chambre de métier tout à l'heure, ça peut être un exercice de team building. Et après, je pense aussi qu'il y a un autre champ des possibles, c'est dans l'exercice de projet. Tu as parlé de l'Institut des futurs souhaitables. Moi, je pense à l'IMT Atlantique et le collège TES, le collège de transition écologique et sociétale à Nantes, qui fait des parcours de déformation sur les sujets de la transition, notamment écologique. C'est des outils qui peuvent complètement intégrer à leur process. Mais ça aurait été tellement bien de pouvoir le tester en tant que designer. Pour le coup, là, je trouve que ta démarche de recherche est fantastique et enthousiasmante. Mais pour le coup, dans la démarche de projet tel qu'on l'attend d'un designer, tu ne vas pas aller au bout de l'expé. Ah là, je suis vraiment frustrée. Oui. C'est là aussi toute la frontière entre le travail théorique et le travail de projet. Et moi, en tant que designer, effectivement, ce pas-là, il me manque énormément. C'est pour ça que tout est prêt pour y aller. Mais effectivement, ça a demandé des ressources qui étaient tout autres. Cette phase de nourrir, en fait, tout l'amont. Donc, effectivement, ça s'arrête là pour aujourd'hui. Après, c'était les contraintes de pouvoir le réaliser en une année, enfin voilà, avec le temps imparti. Donc, tu vois, il aurait peut-être fallu aussi ajuster. Oui. Et puis, je souscris un petit peu à ta remarque sur le parti pris, parce qu'effectivement, et là, je pense qu'avec le test, ça t'aurait ouvert aussi sur les contraintes et les difficultés de mise en œuvre d'un outil comme celui-ci, parce qu'on le voit bien dans les grandes organisations que je pratique. Les outils d'intelligence collective, ils peuvent être vus parfois aussi comme un peu des accessoires, pas utiles. Et donc je pense que ça aurait pu te permettre de développer cet outil vraiment en faveur de projets et en prouvant que c'est utile à un projet. Et voilà, donc c'est pour ça que j'exprime un petit peu ma déception là-dessus. Je n'ai pas vraiment de questions, si ce n'est, pourquoi tu n'as pas testé. C'est une bonne question. Allons-y demain en tout cas, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Claire, moi je me permets de rebondir. Tout à l'heure Arnaud il a parlé d'asset incantatoire, c'est-à-dire que c'est un peu là-dessus qu'on reste. C'est-à-dire qu'effectivement, on y croit, on se pousse. Je rebondis avec ce que vient de dire Claire sur les règles, les indicateurs que tu aurais pu nous montrer. La mise en terrain d'application en fait, puisque en tant que designer, plutôt tu as une formation de designer en terrain, donc l'application ça te connaît. Donc la mise, d'ailleurs tu l'as fait pendant ton stage. Oui. La mise en application, alors pour le chessboxing, c'est compliqué. Non. Alors, il faut un jeu d'échecs et un terrain de boxe. Donc ça veut dire un jeu d'échecs, un jeu de dames et un puissance 4, parce qu'il y a différents niveaux. Voilà. Moi, je ne joue pas aux échecs, par exemple. Alors là, je vais revenir sur la pratique potentielle et professionnelle. C'est pour ça qu'on avait besoin de se projeter dans une pratique en fait professionnelle, que ce soit associative, professionnelle, au sein d'une collectivité ou d'une organisation privée, parce que tu te serais peut-être rendu compte des freins. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas, c'est ça. C'est qu'on n'a pas trop les freins. C'est-à-dire qu'on y croit à fond, on a envie. Moi, j'ai envie de faire du chessboxing, clairement. Avec tous les gens qui sont là.
Mais par contre, Ouais. du coup, ça veut dire que matériellement, concrètement, qu'est-ce qu'il te faut? Et en fait, là, on revient au design, c'est-à-dire que tu aurais mis, bah, tiens, en fait, mon kit de WOD, c'est quoi? Ouais, En ouais. fonction de, si je fais du chessboxing, ça n'a pas l'air compliqué, mais n'empêche qu'il faut un jeu par couple, duo, et il faut 2 paires de gants, au moins. Okay. Donc ça veut dire que ça, tu fais quoi, tu mets dans quoi, et là je reviens au design très opérationnel. Tu inventes en quelque sorte une nouvelle discipline de développement personnel, voire de développement collectif personnel. Donc, et ça c'est vachement intéressant parce qu'on en voit peu. Mais derrière, c'est la mise en œuvre opérationnelle de c'est quoi. Alors, tu as beau faire un déroulé hyper précis et minuté de comment ça va se passer, on reste un peu sur notre fin, effectivement, dans le sens concrétisation du terme. Donc, surtout le volet interrogation générale, je ne vais pas répéter ce que les autres ont dit, il n'y a pas de sujet, c'est maîtrisé, c'est intéressant, tu me projettes. Après, c'est plutôt dans le comment tu vas réussir à convaincre qu'il faut le mettre en application, en sachant qu'aujourd'hui, effectivement, comme ça a été dit, il y a des disciplines de développement personnel et de CODEV, si on parle de temps, de qualité, d'interaction entre les gens, ça peut être perçu par certaines directions comme du temps perdu, exactement ce que vient de dire Clément. Donc en fait, et tu nous proposes donc le chessboxing, tu nous proposes l'escalade, ce qui est un peu compliqué aussi, à mettre en œuvre, faut être honnête. Là, demain, on ne va pas escalader les 2 heures, ça va être compliqué. Ouais, mais j'ai décortiqué chaque discipline pour qu'il y ait des différents niveaux et justement, les interviews m'ont permis d'accéder à, je leur ai dit par exemple, une première séance, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pouvez proposer à des, voilà, en pratique de loisirs pour déjà un peu sentir la discipline, tu vois. Donc, et encore une fois, je ne remets pas en cause tes recherches et ton choix. Ce que je me pose comme question, c'est comment tu mets en œuvre, en fait, pour nous embarquer des collectifs dans la pratique. Le kickball, ça a l'air plus simple, parce qu'en fait, il faut une très grosse balle. Mais a priori, il ne faut pas grand-chose de plus. Et tu vois, moi, je me pose la question de comment demain, finalement, tu vas, entre parenthèses, vendre cette œuvre de service aux organisations pour la faire exister, parce que ça donne envie. Et on est d'accord avec toi, tu nous as embarqué, c'est exactement ce que vient de dire Claire. Mais du coup, il nous manque pourquoi je le mettrais en œuvre, en fait? Pour convaincre des directions qu'il faut laisser du temps aux gens de co-construire pour amener une innovation collective, collaborative, et puis faire exister ça dans une organisation. Donc ça, tu nous as convaincus. C'est plutôt le volet comment qui, pour moi, alors que je suis très embarqué, il y a d'autres sujets, mais c'est le comment qui manque un peu de développement, parce que, et la justification, tu l'as fait bien du chessboxing, de l'escalade et du kickball, mais tu as fait d'autres recherches. Et moi, quand j'ai lu le mémoire, je me suis posé la question, par exemple, du Quidditch. Je me suis dit, pourquoi elle n'a pas été voir le Quidditch? Il est dans mon rapport de stage. Oui, mais tu n'as pas creusé sur la mise en œuvre potentielle. Non, mais tu aurais aimé. Exactement. Ok. Voilà. Je rebondis sur ce que dit Lumière. Donc bravo, voilà, présentation, qualité des documents, tout ce que tu vas présenter, l'enthousiasme avec lequel tu le portes. Je découvre aussi à quel point tu es quelqu'un d'engagé dans tout ce que tu fais. Et ça, c'est très chouette. Après, ce qui peut être, voilà, je pense qu'il faut vraiment entendre ce qui a été dit par Claire ou Emmanuel, parce que je connais un designer qui a travaillé sur la question de la corporalité, de la danse, par rapport au design, et je n'ai jamais voulu de véritable atterrissage dans cette affaire-là. Et c'est très frustrant parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui a été touché. Ouais. On touche un nerf, mais après, comment on sort de là, comment est-ce qu'on atterrit? Donc ça, c'est vraiment une question, ça te donne en même temps un beau champ de travail pour la suite. Du côté de la mission professionnelle. Alors, moi j'ai trouvé que tu avais une mission, voilà, tu as choisi une mission très en pertinence effectivement avec ton sujet de test professionnel, mais c'est normal puisqu'effectivement, comme tu l'as dit, il fallait aussi faire des économies d'échelle, arriver à mettre toute la pensée dans la même direction pour gérer ton temps, et bravo, ça c'est pas évident, mais c'est un exemple aussi de gestion de projet. Hein, voilà, on a plusieurs trucs à produire, comment est-ce qu'on va faire finalement des économies d'échelle en donnant à chacun sa place de façon importante,
puisque tu fais d'un côté le design pour le sport et de l'autre côté le sport pour le design. C'est intéressant dans cet effet de miroir. Ensuite, j'ai vu que tes missions avaient mis en œuvre différents outils et méthodes qui te posent dans une fonction de facilitateur, de passeur, de gestionnaire du projet d'innovation. Après, pour moi, ta conclusion viendra à se décentrer des compétences acquises et analyser les éléments clés de maturité et de difficulté. Mais on voit, hein, effectivement, visiblement, voilà, tu es quelqu'un de très positif, mais il faut se rendre compte aussi que les éléments qui posent problème, c'est aussi autant de sujets d'intervention, de possibilités d'amélioration. Donc du coup, sur cette partie, les clés de maturité, les difficultés, ce travail n'était fait que partiellement. Il faudra vraiment poursuivre ce changement de posture parce que mon inquiétude, c'est que comme tu es déjà designer, il faut que tu te retrouves en position d'expert en stratégie d'innovation par le design. Hein, c'est-à-dire effectivement cette capacité à faire des ponts, à faire bosser les autres. Et toi, être un peu en retrait, même si tu as plein de bonnes idées à intégrer dans le truc, comment est-ce que tu fais mettre au sein des autres, hein, comment tu les amènes à... Comment tu fais de la maïotique finalement. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, tu dois montrer clairement une position d'organisation et de synthèse critique. Voilà. Toujours cette histoire de... Il y a tout ce qui est génial, mais il y a aussi ça que j'aurais aimé faire autrement. Hein, voilà. Et c'est là aussi qu'on a des appuis managériaux de la création, c'est-à-dire effectivement ça s'est pas passé comme j'aurais voulu. Voilà. Comment est-ce que je pourrais améliorer ce truc-là, voilà. Et là, le designer a encore des choses à dire. Tes supports d'institution et documents sont variés, soignés pédagogiques, elles sont claires et à un niveau professionnel attendu. Après, oui, tu as aussi mis beaucoup de data visualisation performante, soignée, c'est très, très visible. La direction artistique est très cohérente et il y a un gros travail de mise en scène et de restitution. La mission est validée également. Voilà. Merci. Pas de commentaire particulier, ça s'est très bien passé, aussi bien sur l'accompagnement sur la partie test pro. Donc l'échange avec Arnaud, on a vu justement ce changement de cap assez surprenant, tu as vu très hésitante au début. Pas ça, parce qu'en plus tu avais d'autres sujets que tu as évoqués à un moment donné, et puis que tu as abandonné, heureusement d'ailleurs. J'ai beaucoup douté. Hein. Et tu as énormément douté, c'est ça. Ah ouais. Et donc c'est vrai qu'on reste un peu sur la fin, et je confirme ce que j'ai, c'est-à-dire et la mise en pratique derrière. Et c'est vrai que tu aurais beaucoup gagné pour avoir vu d'autres tests qui rentrent vraiment après dans ce cycle-là de tests. Ça permet de refaire un rebouclage derrière et donc de donner beaucoup plus d'épaisseur après sur le résultat final. Oui, tout à fait. Ça me permet de rajouter quelque chose. Tu cites Géraldine Hatchel dans l'ensemble de la bibliographie. Pour bien la connaître, Géraldine, elle a monté chorégraphie, elle fait du design par la pratique de la danse, par exemple. Oui. Je ne voudrais pas qu'on tombe dans un sujet qui est perçu du coup par les directions comme anecdotique, comme ça a pu être le cas dans ces retours d'expérience. Tu peux lire globalement ce qu'elle a reproduit derrière. C'est-à-dire qu'académiquement et universitairement, pas de sujet, ça tient. C'est connu, ça tient. Ouais. Mais quand tu l'appliques au monde réel, et puis là, je n'ai pas envie que tout ce travail-là, ça ne rentre pas dans du concret, parce que nous, on est là quand même pour vous permettre, en vrai, d'utiliser les compétences de manager du design pour transformer la société concrètement. Pas pour, tu vas faire je pense que, et je ne peux pas le rentrer dans les organisations, à moins de le rentrer au forceps, et dans ce cas-là, ça ne passera pas. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, on manque un peu d'indicateurs. Le tour de comment j'adapte la production. Ouais. Et puis en plus, moi je souhaite que ça s'inscrive dans le temps long, vraiment de A à Z dans un projet. Il y a quelqu'un en ligne qui veut intervenir. Oui. Oui, je voulais juste te dire un petit mot pour rebondir sur ce qui vient d'être évoqué. Et je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit sur quelque part le caractère pratique, réaliste, applicable, etc. Ce que moi j'ai apprécié dans cette démarche, ce que je qualifie d'audace, c'est que si on fait l'exercice de penser en dehors de son propre cadre, si demain je devais créer vraiment une structure extrêmement efficace, extrêmement performante, pour simplement faire face au monde qui est en train de se dessiner, où les champions sont quand même un petit peu inquiétants, je pense que j'aurais besoin de gens extrêmement motivés et justement capables de
faire du chessboxing, je ne sais pas si c'est super quand je dis ça, c'est que, en fait, est-ce que c'est l'excellence de s'adapter aux organisations? Est-ce qu'à un moment, on doit créer aussi des organisations différentes? On va retrouver des gens avec cette espèce d'énergie et toutes les caractéristiques et toutes les aptitudes pour, derrière, armer aussi les designers pour rentrer dans... et les éléments du sport sont des éléments qui peuvent armer les designers pour rentrer à la fois dans des organisations, dans des systèmes. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir, non pas du côté du qu'est-ce qui est possible d'appliquer demain dans une organisation existante, mais aussi si demain on veut créer une organisation, est-ce qu'on prendrait des gens qui voient ces attitudes-là, encore une fois, sans faire de hiérarchie, c'est aussi peut-être un peu incantatoire, mais en tout cas, pour avoir bossé avec des entreprises plutôt sportives et des entreprises où le sport est un gros mot, je pense qu'il y a des façons de bosser ensemble qui sont très en tout cas différenciées, c'est assez amusant. Et en tout cas, cette idée d'une espèce de sens commun, enfin, encore une fois, j'ai repris tout à l'heure l'idée que c'était très métaphorique. Je me dis, ça vaudrait le coup, en tout cas, d'essayer de façon très radicale, en fait, d'aller très loin là-dedans et voir s'il y a une agence de design qui serait constituée comme ça de chess boxer. Je suis ni l'un ni l'autre, donc je suis complètement perdu, mais c'est pas grave. Je suis pas puissance 4. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça donnerait en fait, sans détourner mettre dans l'organisation, mais en disant on crée une organisation vraiment axée autour de ces principes-là. Ça donnerait quoi comme agence? Parce que c'est amusant en ce moment où les agences sont un peu démunies, désarmées, c'est un peu compliqué pour tout le monde. Avec l'échelon effectivement de Calimero, pour reprendre aussi des mots tout à l'heure. En tout cas, on a besoin de combattants. Aujourd'hui, on a besoin de combattants, on va avoir besoin de résistants, on va avoir besoin de gens vraiment capables de se battre. Et je trouvais que c'était intéressant d'aller jusque-là, même si ça n'a pas été évoqué comme ça. Tout à fait d'accord. Peut-être moi j'ai une dernière question qui n'est pas provocante, mais quand même. Du coup, je me demande ce que la formation t'a véritablement apporté. Parce que tu es compétent, tu es designer, voilà, il y a tas de sujets. Ça t'a permis de traiter un sujet et d'aller au bout d'un concept que tu veux développer. Mais voilà, qu'est-ce que cette formation t'a véritablement apporté? Oui, non, c'est une bonne question. En fait, moi, ça a été de m'offrir un temps de réflexion, un temps d'arrêt dans le quotidien à 100 à l'heure. J'ai aussi des enfants très bas âge, donc à un moment, je respirais plus et voilà, il y a eu l'opportunité d'arrêter ce travail parce que c'était des mandats électifs, etc. Donc j'ai dit à l'équipe, moi je pars en même temps que vous. Et donc ensuite, je respire et surtout, j'avais besoin et ça, Nathanaël nous a énormément apporté, Emmanuel aussi et tous les intervenants, de me replonger dans le design, mais le design aujourd'hui. Moi, il faut savoir que j'ai monté ma boîte en 2007, le numérique, on en parlait finalement très peu, le design interactif, etc. aussi. Donc en fait, il y avait des notions, il y avait des vocabulaires, il y avait des choses à confronter qui n'étaient pas encore là pour moi. Et puis aussi, j'avais envie de m'engager dans un projet plus costaud. Et donc ça a été le cas à travers de ce sujet autour du sport. Et j'ai eu beaucoup de chance d'intégrer cette structure qui vraiment, pour le coup, m'a immergée dedans avec les JO en plus. Enfin, tout était là l'année dernière pour ça. Et puis intellectuellement aussi, ça fait du bien. On se dit, en fait, on est capable. Allez, on y retourne. Voilà, c'est reparti pour un tour. Et puis, ça m'a donné aussi l'énergie de me réinvestir dans un projet demain. Alors, pour l'instant, c'est bénévole, mais c'est un projet autour de la fin de vie. Donc, ça faisait aussi partie des choses que j'aurais voulu traiter. Quand je suis arrivée en octobre 23, j'ai parlé de ce sujet, mais on l'a mis de côté pour le sport. Et en fait, il s'avère que ça revient. Et je l'espère sur le premier semestre là, de l'année, vous pourrez voir ce résultat collaboratif autour de la valorisation des anticipations autour de la fin de vie. Voilà. Donc ça va être à destination des collectivités. C'est pas une fresque, c'est un tout autre outil, mais voilà, je participe à ça en collaboration avec d'autres personnes. Et du coup, concrètement, après la formation, tu te remets en tant qu'indépendant? Ce n'est pas mon souhait.
Non, ce n'est pas mon souhait. Moi, je me dirigerai plutôt vers des labs d'innovation. Voilà. Donc, je suis en recherche active d'opportunités professionnelles en ce moment. Ouais. Merci à vous.